Il est 9h10 sur RCF et Radio Notre-Dame-Louis. On vous entendait déjà nous dire que vous alliez passer 20 minutes sur le premier sujet. Ah bah oui, on est impatient de savoir quel est ce sujet. Ah bah écoutez, je vais vous le dire. C'est la démarche mémorielle qui est entamée après des décennies de honte et de silence. De quoi je parle? Des personnes qui ont avorté avant la dépénalisation de la loi sur l'IVG, donc en 1975. Ça sera l'un des premiers sujets parce que le Sénat a adopté un texte pour réhabiliter les femmes condamnées avant cette date. Voilà, on en parlera avec nos invités, mais il y aura deux autres sujets que je vous présenterai tout à l'heure. Eh bien, je vous laisse les présenter. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin à partir de 6h30 pour la matinale. Et je vous souhaite, Louis, un très bon débat. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Allez, je vous donne l'adresse. Vous pouvez bien sûr participer à ce débat si vous avez une adresse mail sous la main, direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Tous les matins, on relève vos remarques, vos points de vue, vos questions à nos débatteurs. N'hésitez pas, 3 sujets jusqu'à 10h, c'est le principe, vous le connaissez. Donc n'hésitez pas à participer, pas trop tard dans l'émission pour qu'on puisse relayer vos messages. Allez, je le disais à l'instant, on va d'abord parler de la démarche mémorielle après des décennies de honte et de silence. C'est ainsi que la formule a été prononcée en écho au Sénat qui a adopté un texte pour réhabiliter les femmes condamnées pour avoir avorté illégalement avant la dépénalisation de l'IVG. On est 50 ans après la loi de 75 qui dépénalise donc l'interruption volontaire de grossesse. 1 an après l'inscription de la liberté garantie d'avorter dans la Constitution, les sénateurs ont donc passé un nouveau message pour reconnaître les souffrances des femmes victimes de lois attentatoires à leur liberté. Pour en parler et parler d'autres sujets, puisqu'on parlera aussi du féminicide de Mérignac, de l'affaire Depardieu, et puis on ira sur un troisième terrain que je cherche, mais que je n'ai pas à l'esprit, mais je vais demander justement... L'antisémitisme. Ah bah voilà, l'histoire du rabbin d'Orléans, on en parlera avec une controverse autour de la position de la France Insoumise, semble-t-il. Alors, je présente nos débatteurs, Clotilde Brossolet, éditrice essayiste. Bonjour Clotilde. Bonjour Louis. Et Thérèse Dussartel, professeure de philosophie, membre du Café Atelier Le Dorothy. Bonjour Thérèse. Bonjour Clotilde, bonjour Louis. Clotilde, vous voulez commencer là-dessus, justement, sur cette question des femmes à réhabiliter? Je ne suis pas sûre que j'ai vraiment d'avoir véritablement un avis sur cette initiative. D'un point de vue purement politique, qu'elle soit votée à l'unanimité au Sénat, bon, ça ne mange pas de beaucoup de pain, dirons-nous, ça coûte pas cher, et dans une période où les politiques donnent le sentiment plutôt de leur impuissance, on les voit en général se précipiter sur ce type de loi, de propositions de loi, pour montrer quand même qu'ils sont utiles et qu'ils font avancer la société. Mais ce que je me pose comme question, c'est que la réhabilitation, c'est quand même quelque chose qui relève de l'ordre du juridique, et il y a dans cette démarche-là quelque chose qui relève du mémoriel. Elles l'ont bien dit, la honte doit changer de camp. Celle qui portait ce projet de loi, qui est, j'ai oublié son nom, mais Laurence Rossignol. Voilà. Et c'est la question que je me pose, c'est-à-dire que faire mémoire de tout devient une porte terrible. Et moi qui suis au départ enseignante en histoire et en géographie, mais en histoire, j'ai toujours beaucoup de mal à la confusion entre la mémoire et l'histoire. Et là, j'ai un peu le sentiment qu'il y a la confusion entre le juridique, le législatif et la mémoire. Et voilà, donc j'ai l'impression qu'on ouvre des portes, bien sûr, avec nos lunettes d'aujourd'hui. Notre regard d'aujourd'hui, considérer que des femmes ont pu être condamnées pour avoir avorté et des femmes ont pu être condamnées pour avoir aidé d'autres femmes à avorter, nous paraît scandaleux, mais finalement, pendant des décennies, ça n'a pas été scandaleux, pendant des siècles. Et aujourd'hui, pour moi, il y a une forme d'anachronisme aussi. C'est le regard qui change. Thérèse Dussartel. Bonjour, merci pour cette invitation. Tout d'abord, je trouve que j'aimerais tout d'abord dire que le sujet de l'avortement est un sujet très intime, que beaucoup d'auditrices sans doute sont confrontées à ce sujet, et c'est un sujet duquel il faut parler avec beaucoup je sais pas forcément de discrétion, mais en tout cas d'authenticité, de sincérité et de prudence. Ce qui est très compliqué avec ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il est bien sûr instrumentalisé politiquement, et donc on voit que la question de l'avortement est instrumentalisée par l'extrême droite américaine. Et aujourd'hui, on ne peut pas, bien sûr, omettre cette réalité. C'est-à-dire que moi, en tant que chrétienne, ce qui me désole, c'est de voir que, sous prétexte d'être pro-life, on a un certain nombre de chrétiens ou d'évangéliques qui ont soutenu un président qui est
sans doute anti-avortement aux États-Unis, mais qui n'est pas pro-life, qui n'est pas pour une culture de la vie, et qui, tout simplement, instrumentalise cette question de l'avortement pour instaurer un régime qui met en compétition les plus précaires les uns avec les autres, qui considère les migrants comme des criminels, etc. Et du coup, c'est sûr qu'aujourd'hui, en France, on est face à une situation où la gauche essaye de répondre à cette tension politique au niveau international. Personnellement, je pense que ce qui est dramatique dans la question de l'avortement, c'est toujours cette pénalisation des femmes, le fait que les femmes soient considérées comme des criminels. Et la question que nous, en tant que chrétiens, on doit se poser, c'est est-ce qu'on entend la souffrance des familles précaires, des femmes qui avortent, des situations où les gens sont en détresse et se retrouvent en situation d'avortement. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Et donc, oui, je pense qu'il est bon qu'en parlant de ce sujet, on continue à dire qu'il y a une question sur la santé des femmes, sur l'accueil des plus fragiles, sur l'accompagnement des femmes, sur l'accompagnement des mères célibataires. Et donc, que le Sénat propose cette loi, même si c'est dans un contexte d'instrumentalisation de la question de l'avortement au niveau international, je pense que c'est bon. Je pense que on ne parle jamais assez du fait que voilà, ces questions liées à la naissance sont des questions qui touchent la fragilité de la vie humaine, et qu'il y a beaucoup de femmes qui ont subi l'opprobre, qui ont été ostracisées, qui ont été condamnées, etc., alors qu'elles se retrouvaient dans des situations socialement dans une incapacité sociale. Mais quel sens donnez-vous au mot réhabilitation, en fait ? Qu'est-ce qu'on réhabilite précisément ? Je pense que c'est important que ces femmes, justement, ne se voient pas... on a longtemps mis la honte, justement, sur le corps des femmes, sur le fait que ces femmes auraient posé un acte qui est grave. Et d'ailleurs, je pense que cet acte n'est pas anodin. Mais la question, c'est qu'est-ce que la société fait pour aider la vie, pour accompagner les femmes, pour permettre aux femmes d'être accompagnées. Comment se fait-il que c'était la honte d'être enceinte ? A priori, on est toujours deux quand une grossesse est là. Et donc, on a culpabilisé les femmes, on a mis la honte sur leur corps, sur leur vie, et ça, en tant que chrétien, on ne peut que s'en offusquer. Et une vraie culture de vie, c'est une culture qui entend la détresse de ces femmes, qui accueille, qui crée des lieux pour accueillir. Je ne sais pas, j'aimerais à cette antenne parler peut-être des colloques Marthe et Marie, qui sont magnifiques, et qui justement cherchent concrètement à permettre aux femmes de garder leur enfant si elles le souhaitent. Et c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Et il y a vraiment une honte à avoir de la part de la société, et sans doute d'un discours patriarcal fort, condamner la femme seule à porter la honte de l'avortement. Mais la détresse a été supprimée comme notion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la détresse, si vous dites qu'une femme avorte parce qu'il y a une question de détresse, aujourd'hui, la loi ne reconnaît pas la détresse en tant que telle, n'apporte pas de soutien particulier en vertu de la détresse. Non, parce que la notion de détresse a été supprimée. Clotilde Brossolet. Oui, moi je crois, en fait, déjà, j'aimerais qu'on cesse de légiférer en France en réaction à ce qui se passe à l'étranger. Parce que là, nous sommes en réaction. Est-ce que c'est le cas ? Je ne sais pas si vous à pensez... chaque fois, les porteurs de ce genre de loi, si en interview, ils le disent par rapport à l'international réactionnaire, donc face à l'international réactionnaire, nos députés ou nos élus réagissent. Donc déjà, réagir à la réaction me semble un peu pertinent. Déjà, ensuite... la réhabilitation veut absolument pas dire aujourd'hui la prise en compte de la souffrance des femmes actuelles, cette souffrance actuelle. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est quand même des mesures qui sont prises et qui mangent pas de pain, parce qu'en fait, elles n'engagent en rien notre société aujourd'hui sur la manière d'accompagner les femmes dans leur désir, pour certaines, de conserver leur grossesse, d'avoir leur grossesse, mener leur grossesse jusqu'à terme. Donc pour celles qui se sentent acculées, et puis même dans cette je pense que nous sommes tous d'accord ici. L'avortement est un échec. Il est un échec de la contraception, il est un échec de l'accompagnement du père, il est un échec de nos sociétés qui sont incapables, qui sont en difficulté pour accepter la maternité et les fragilités qu'elles intègrent. Et donc, le problème pour moi, c'est que on peut toujours mettre l'avortement le droit à l'avortement dans la Constitution. On peut toujours réhabiliter les femmes. Mais dans la vie quotidienne, les femmes aujourd'hui sont dans les mêmes difficultés qu'il y a 2 ans. Ça ne change pas. Alors, pas du tout à fait avant la loi Veil, on est bien d'accord. Et puis la question de la réhabilitation, ça sous-entend que elles ont été condamnées injustement. Oui, pour aujourd'hui, c'est injuste, et on est bien d'accord, sur les dernières décennies, les mentalités avaient évolué, la manière de regarder la maternité aussi, et donc il y avait quelque chose de l'ordre de l'injustice. Mais moi, ce genre de mesures, elles portent en elles des enjeux beaucoup plus grands, qui ne sont jamais pensés, qui sont des impensés. Parce que la réhabilitation, on va réhabiliter jusqu'à quelle date ?
On réhabilite donc toutes les femmes dans l'histoire de la France, de notre pays, qui ont avorté. On peut faire la liste. On parle de 11 000 femmes, 11 660 femmes à peu près, qui auraient été condamnées depuis le date, c'est 1870. Donc ça veut dire qu'avant 1870, on réhabilite personne. C'est 1810 la pénalisation. C'est Napoléon qui a pénalisé. Avant, même s'il n'y avait pas de pénalisation, de toute façon, il y avait des mesures de rétorsion qui étaient prises. Donc voilà, donc déjà la limite dans le temps. À quel moment on dit on s'arrête de réhabiliter, on commence, ou alors on réhabilite sans limite. Et dans ce cas-là, il va falloir réhabiliter tous les gens qui ont souffert de lois uniques. Et on le voit bien. C'est très rare que la justice réhabilite en soi. Mais voilà. Et en plus, c'est très rare. Mais alors, là, il y a une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui vient d'arriver par le Parti socialiste pour réhabiliter les homosexuels qui avaient été condamnés du temps de la pénalisation de l'homosexualité. Alors après, il y a une époque, le divorce était interdit. Donc, est-ce qu'on va réhabiliter voilà. Et est-ce qu'on va faire acte de repentance pour toutes les femmes et tous les hommes qui ont été contraints dans un mariage, voilà, les femmes qui ont été battues, qui n'ont pas pu divorcer de leur mari. Pareil. Et en fait, je pense que c'est sans limite. Et puis, je pense qu'aussi, mais en fait, c'est ça, c'est que cette mesure en soi, elle a une portée symbolique importante et je ne suis pas contre. Mais quand on porte ce genre d'initiative, il faut se poser la question de jusqu'où ça peut aller. Et moi, je pense que dans ce cas-là, il faut que nous réhabilitions tous les protestants qui ont été condamnés au moment de la révocation des Vous voyez, en fait, on ouvre une porte à un système qui devient infini. Parce que la souffrance, elle est évidemment humaine et les États ont toujours été injustes. Thérèse Dussartel. Oui, merci. Alors moi, pour vous répondre, Clotilde, tout d'abord, je pense que nous sommes dans un État mondialisé et donc c'est une évidence que nous sommes en lien au niveau international. Quand on voit la manière dont Trump agit, la manière dont la situation en Ukraine, par exemple, est en train de redessiner toute la géopolitique européenne, c'est évident que nous sommes en réaction aux États-Unis et on ne peut pas tout d'un coup se dire on va réagir à la politique européenne sur la question de l'armement, mais on ne va pas réagir sur la politique, sur la politique américaine. Ouais, les situations ne sont pas les mêmes. Armement, on et on ne va pas réagir. De difficulté sur l'armement, sur l'avortement en France, il n'y a pas de remise en cause profonde. Mais c'était évident que nous sommes occidentaux, nous sommes historiquement dans le même camp et que nous avons une politique nous avons des alliances géopolitiques qui font que nous sommes liés et que c'est important aussi de se positionner vis-à-vis de ce qui est en train de se passer au niveau de l'extrême droite aux États-Unis. Est-ce que concrètement la situation n'a pas changé pour les femmes ? En fait, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une instrumentalisation de l'avortement par les libéraux conservateurs qui en même temps prétendent être pro-life et en même temps détricotent l'État social. Donc qu'est-ce qui se passe en fait pour les femmes aujourd'hui ? C'est-à-dire que nous sommes dans une époque où on explique qu'il n'y a plus d'argent, qu'il faut réduire les aides du chômage, il faut réduire le RSA, il faut conditionner le RSA. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les mères célibataires, c'est les femmes qui sont le plus touchées par la précarité. Mais ça, donc concrètement, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ? C'est que concrètement, on continue à détricoter l'État social. Et nous, en tant que chrétiens, plutôt que d'être là-dessus, je suis désolée, mais c'est un faux. L'avortement est pris en charge à 100%. Mais l'avortement est pris en charge à 100%, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement quand quelqu'un qui aimerait garder son enfant se voit précarisé parce que en fait il n'a pas accès au logement social, parce que légifèrent là-dessus. En fait il légifère là-dessus. Mais en fait c'est-à-dire que, excusez-moi, mais en fait aujourd'hui, moi je trouve que votre propos qui consiste à dire ça sert à rien, plutôt offusquons-nous des gens qui continuent en France à nous dire que il faut réduire les gains, il faut réduire les aides au chômage, il faut réduire concrètement, il faut supprimer l'hôpital public coûte trop cher et donc il faut absolument que l'hôpital public on réduit ses financements. En fait, concrètement, être pro-vie, c'est pas aujourd'hui condamner les femmes qui avortent, c'est pas dire ah là là c'est catastrophique, on fait des petites mesurettes, etc. Être pro-vie aujourd'hui, c'est avoir un État social qui tient la route, c'est prendre vraiment au sérieux la précarisation de la population, c'est ça être pro-vie. Et mais est-ce que c'est pas un petit peu noyer le poisson parce que vous sortez un petit peu du sujet en fait ? Mais en fait je ne sors pas du sujet. L'avortement est un sujet instrumentalisé par l'extrême droite américaine. Oui, mais par tout le monde. Là aussi il est instrumentalisé quand on veut réhabiliter les femmes d'avant 75, c'est une manière d'instrumentaliser le sujet. Mais en fait moi ce que j'apprécie en tout cas, c'est de refuser la moralisation de l'acte qui est l'avortement pour essayer de parler des conditions de vie dignes. En fait, la question, c'est qu'est-ce que les catholiques font en France pour participer aux mouvements sociaux et essayer de faire en sorte qu'on préserve notre état social en France, on préserve des conditions de vie dignes. Donc moi, je ne vais pas m'offusquer de cette réhabilitation des femmes. Je pense qu'en tant que catholique, on n'est pas là pour accuser les gens, on n'est pas là pour leur dire vous avez bien agi, vous avez mal agi, on est là pour accueillir, on est là pour écouter et c'est important que à ce niveau-là, on ne se focalise pas et c'est pour ça que même on en parle, mais moi je veux pas en parler pour moraliser les femmes ou j'en sais rien, je veux en parler pour dire qu'est-ce qu'on fait en vrai pour qu'il y ait une vraie culture de vie. Et pour qu'il y ait une vraie culture de vie, on se bat pour que le darwinisme social de Trump n'envahisse pas l'Europe, pour que l'État social ne soit pas détricoté. C'est pour ça qu'on se bat.
Alors Mais moi juste j'avais une pas- petite, je demande une précision et peut-être que quelqu'un peut nous répondre. Moi, à ma connaissance, la justice ne juge pas des personnes, elle juge des actes. Donc quand on réhabilite des personnes, qu'est-ce qu'on réhabilite? Je repose un petit peu ma question. Est-ce qu'on dit que finalement l'acte d'avorter c'est un acte bon? Est-ce que c'est un acte en soi qu'on réhabilite? Ou est-ce que ce sont des personnes que l'on réhabilite indépendamment de l'acte qu'elles ont commis parce que elles ont subi une forme d'injustice sociale? C'est mais cette je trouve petite que ambiguïté auquel Cette j'ai pas la proposition de réponse loi à est cette pas très ambiguïté. claire là-dessus, parce que si on regarde la réhabilitation, par exemple, de Dreyfus, la réhabilitation de Dreyfus, c'est reconnaître que la justice et l'enquête ont été à charge et que cet homme est innocent. C'est réhabiliter l'innocence de la personne. Dreyfus, c'était ça. Et on le voit bien dans d'autres procès en réhabilitation, d'ailleurs, qui ont échoué. Comment il s'appelle, cet homme au nom breton, bon, qu'importe. Seznec, exactement. En fait, il n'y avait pas assez... Aujourd'hui, on dit, il n'y a pas assez de preuves pour prouver que cet homme était innocent. Donc là, la réhabilitation, c'est de dire ces femmes étaient innocentes. Je suis tout à fait d'accord avec Thérèse. Il n'y a pas de... la question de la morale ne doit pas entrer en compte dans l'accompagnement des femmes qui avortent et qui ont avorté. C'est, en tant que chrétien, c'est impensable d'être comme ça. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le politique, en fait, se donne bonne conscience. Parce que justement... Mais il y a des politiques qui se battent contre la détricotage de l'État social. Mais tous ceux qui ont voté cette loi, au Sénat, à l'unanimité, en fait, ça leur permet, quand ils rentrent se coucher... Alors bien sûr, il y en a certains qui luttent contre le tricotage de l'État social. Mais aucun ne s'est dit, ah ben tiens, le lendemain matin, en disant, bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour aider les femmes en détresse? Mais il y en a, mais je veux dire ça, je suis pas d'accord avec ça. Il y a vraiment, il y a des gens qui quelques-uns, mais non, mais il y en a pas que quelques-uns. Mais là, la politique se cache derrière son petit doigt de la réhabilitation. Concrètement, je sais pas. Là, en ce moment, on se pose la question de la retraite. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour permettre aux personnes de pouvoir partir à la retraite à 62 ans? On sait que les retraités sont des gens essentiels pour la stabilisation des familles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas avoir, qui ont des difficultés aussi à avoir plus d'enfants parce que elles sont seules, etc. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, on refuse le fait que on va passer notre vie à travailler, que le sens de notre vie, c'est uniquement de travailler, alors que justement, si on est chrétien, on devrait favoriser des espaces dans la société. Ils ne sont pas capables de se mettre d'accord sur la retraite. Concrètement, il y a des gens aujourd'hui qui se battent pour que la retraite soit bien à 62 ans, pour que les retraités puissent faire leur rôle de lien social dans la société, puisqu'ils puissent accompagner, puissent garder leurs petits-enfants, etc. Il y a des gens qui se battent pour concrètement améliorer notre société et que les liens sociaux soient préservés. Donc non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas juste pour se donner une bonne conscience. Il y a un certain nombre de sujets sociaux. On se bat pour... je parle de la retraite parce que c'est l'actualité du moment. Mais je veux dire, ce n'est pas vrai que c'est uniquement un sujet, un écran de fumée. Mais le détricotage de l'État social, quand on... si vous voulez, si je comprends bien, Thérèse Dussartel, vous dites la détresse des femmes, il faut la reconnaître. Mais si on réhabilite des femmes qui ont commis l'acte d'avortement, il n'y a aucune raison pour qu'on reconnaisse leur détresse aujourd'hui. Vous voyez, ça va dans le sens inverse de ce que vous préconisez. Si on réhabilite ces femmes, ça veut dire on considère qu'en fait, là on n'a plus tellement le temps, donc essayez de faire une réponse rapide, mais j'essaie de comprendre. Vous voulez qu'elles soient davantage prises en charge, alors que le message envoyé par la proposition de loi, c'est de dire que finalement, c'était pas forcément si grave ce qu'elles ont subi, parce qu'on les a condamnées à tort. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une réalité que... En 20 secondes, et vous pourrez reprendre après, si vous voulez. Aujourd'hui, je pense que c'est très important de dire que un certain nombre de femmes ont subi l'opprobre, ont été ostracisées, ont été condamnées pour avoir avorté, et je pense que c'est très important que la souffrance qu'elles ont subie, notamment par le corps social, soit reconnue. Allez, on se quitte quelques instants pour les infos et on se retrouve après avec Thérèse Dussartel et Clotilde Brossolet pour la suite de ce débat. Portrait. Bonjour, c'est Simon Tatro. Portrait, c'est tous les jours à 12h15, un quart d'heure en tête-à-tête pour découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ses engagements. Qu'ils soient artistes, reporters ou responsables associatifs, ils nous racontent leur expérience et ce qui les anime. Portrait, c'est tous les jours à 12h15 et 19h30. Quand le ciel se dévoile. Plongée au cœur de la vie de Bernadette Soubirous, cette jeune fille seule contre tous qui a fait entrer Lourdes dans l'histoire. Bernadette de Lourdes, le spectacle musical Phénomène est à vivre au cinéma pour 2 projections seulement, les 24 et 27 avril. Réservation fortement recommandée sur bernadettedelourdesaucinéma.com. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
en quête de sens. J'aime beaucoup. Chère Marie-Ange, pleine d'humour, de simplicité, elle pose les questions qu'on n'oserait pas poser. Ses réflexions sont nos réflexions. Faire un don à Radio Notre-Dame, pour moi c'est une évidence. Et j'appelle tous les auditeurs qui se nourrissent de cette radio à faire un don. Bien sûr, on est chrétien ou on l'est pas. Faites un don. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotre-dame.com. Merci. « 9h30, un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. De nouvelles discussions sont en cours entre les équipes ukrainiennes et américaines à Riyad. Ils discutent d'une trêve entre Kiev et Moscou. La Russie a évoqué son souhait d'introduire d'autres interlocuteurs, dont l'ONU. Elle n'a toutefois pas annoncé de trêve, même limitée. Le projet de loi sur la justice des mineurs est débattu au Sénat ce soir. Un texte proposé par Gabriel Attal. Déjà, de nombreuses mesures avaient été supprimées en commission à l'Assemblée nationale, puis de nouveau en commission au Sénat. C'est donc un texte vidé de sa substance qui débarque au Palais du Luxembourg. La FNSEA se réunit en congrès à Grenoble jusqu'à jeudi. Pour le premier syndicat agricole, ce sera l'occasion d'un bilan après son recul aux élections professionnelles. Ils veulent également appeler à la mobilisation au service de la souveraineté alimentaire. Coup de théâtre dans l'enquête entourant la mort du petit Émile. 4 personnes, dont les grands-parents de l'enfant disparu en juillet 2023 dans les Alpes de Haute-Provence, ont été placés en garde à vue. Ils sont arrêtés pour homicide volontaire et recel de cadavres. Des séjours en pédopsychiatrie 32% plus élevés qu'attendus. C'est les chiffres enregistrés en 2024 en France dans les hôpitaux publics. Ils sont révélés par une enquête de la Fédération hospitalière. Suite du procès de l'affaire de soupçons de financement libyen, place au réquisitoire aujourd'hui contre Nicolas Sarkozy et 11 autres prévenus, dont 3 ex-ministres. Ils sont soupçonnés d'avoir noué fin 2005 un pacte de corruption avec le richissime dictateur libyen Kadhafi afin qu'il soutienne financièrement la campagne présidentielle de 2007. Un autre procès, celui de Gérard Depardieu. L'acteur est jugé pour agression sexuelle sur 2 femmes lors d'un tournage. La première journée d'audience a été marquée par les nombreuses attaques de la défense de l'acteur envers les parties civiles. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. On va parler à présent du procès pour assassinat de l'ex-mari de Shahnez Daoud, brûlé vive en 2021 à Mérignac, en Gironde. Son procès s'est ouvert hier devant la cour d'assises de la Gironde, 4 ans après cette affaire retentissante dans laquelle des policiers avaient été sanctionnés d'ailleurs. Peut-être peut-on rappeler qu'il avait filmé une partie des faits avec son téléphone. Un voisin avait voulu s'interposer, mais en vain. Et donc, cette femme avait été retrouvée presque entièrement carbonisée. Alors évidemment, c'est un procès... celui de Mounir Bouta, 48 ans aujourd'hui. Il est sorti de prison en fin 2020 après une condamnation pour des faits de strangulation et de menace avec un couteau sur son épouse. Donc il y avait déjà un passé judiciaire. Et aujourd'hui, ce procès reçoit un certain retentissement. Comment le vivez-vous, ce que vous en attendez? Clotilde Brossolet et Thérèse Dussartel. Thérèse ou Clotilde? Allez, Clotilde. En apparence, ça pourrait être un simple fait divers de féminicide classique comme on en connaît et que nous déplorons évidemment. Mais quand on creuse un peu l'affaire, on se rend compte qu'il y a eu un nombre de dysfonctionnements de l'appareil policier et judiciaire qui devrait en faire un cas d'école, en fait, vraiment. Et c'est là où je pense que, moi, ce que j'attends de ce procès, c'est peut-être pas la condamnation de cet homme, évidemment, mais c'est que ce soit l'occasion de mettre à jour tous ces dysfonctionnements. Quelques-uns ont déjà été signalés, pour les citer rapidement. Qu'est-ce qu'on avait? Alors déjà, oui, quand il est en prison, il continue de harceler son épouse, et ça, le parquet n'en est absolument pas tenu au courant, donc il est remis en liberté de façon précoce. Ensuite, elle, quand elle vient porter plainte, je ne sais plus tout à fait l'ordre des événements, mais quand elle vient porter plainte, le policier qui l'accueille prend mal sa plainte. Oui. Et quand on creuse, ce policier avait lui-même été condamné 1 an plus tôt pour violence conjugale. On peut imaginer qu'il était à la fois partie prenante dans cette affaire, enfin en tout cas une certaine sensibilité. Et puis, à la sortie de prison, il va se rapprocher de son épouse, qui pose aussi la question, qui va le reprendre chez elle, qui se pose aussi la question de l'accompagnement des femmes victimes de violences et comment on les aide à sortir de l'emprise de leur agresseur. Et en fait, il le dit à son agent de probation, qui retourne la voir, qui va chez elle, alors qu'il a une obligation d'éloignement. Et là, pareil, on lui fait la morale, c'est pas très bien.
Et puis après, on s'étonne. Donc je pense que, alors à l'époque, il y avait des dispositifs comme le téléphone secours d'urgence. Lui, il n'avait pas de bracelet électronique pour vérifier ses allées et venues. Donc il y a des dispositifs aujourd'hui qui ont été mis en place. Mais voilà, moi je crois quand même que c'est une somme de dysfonctionnements qui fait que cette femme devrait être encore en vie aujourd'hui. Et c'est ça qui doit émerger au procès. Pour moi, oui. Thérèse Dussartel. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je pense que cette situation, elle est assez catastrophique parce qu'elle révèle qu'il y a une minimisation des violences sexuelles, il y a une banalisation en fait des violences sexuelles et notamment dans le couple. C'est-à-dire que on considère que les gens sont mariés et donc en fait ça fait partie du package et il y a vraiment une grande minimisation de la prise en compte des violences sexuelles par notamment les dépôts de plainte lorsqu'on va au commissariat. En 2018, il y avait un sondage qui avait été fait qui disait que 60% des personnes qui avaient essayé de porter plainte 60% qui avaient essayé de porter plainte au commissariat, leur plainte n'avait pas été prise en compte, considérant comme étant il n'y avait pas assez de faits, on ne peut pas caractériser l'agression, etc. Et donc on voit que c'est gravissime en fait de minimiser la parole des victimes parce que la conséquence c'est que les victimes ne sont pas protégées. Ce qui est quand même un petit peu étonnant parce qu'on sensibilise beaucoup la société à ces questions-là, donc normalement il devrait y avoir un écho quand une femme vient porter plainte, logiquement ça devrait bouger en face. Ça s'améliore, mais c'est lent, terriblement lent. Je pense qu'il y a vraiment un manque de formation aussi dans la police sur ces questions-là. Et puis, il y a aussi toute une ambiance machiste qui fait que des femmes témoignent que quand elles vont porter plainte, on se moque d'elles, on fait des blagues vulgaires, on fait des blagues sexistes, on fait des blagues sexuelles, etc. Et il y a une banalisation, en fait, tout simplement, de cette question-là. Clotilde Brossolet. Oui, alors moi je vois quand même une prise de conscience de ces difficultés, au moins dans l'appareil policier et judiciaire. On voit aujourd'hui qu'une femme qui viendrait porter plainte, alors là pas uniquement pour des violences conjugales, peut demander à avoir comme interlocuteur une femme et non pas un homme, ce qui pose quand même la question de se dire que les hommes ne sont pas compétents pour le faire. D'où le problème de formation, on est d'accord. Voilà. Je pense qu'il y a quand même une amélioration, mais je suis toujours à la fois très en colère contre ces violences et en même temps je me dis il faut être extrêmement prudent parce que on le voit bien, pour faire le parallèle, il y a le procès de Gérard Depardieu en ce moment, c'est que c'est tout souvent parole contre parole et pendant longtemps le crédit a été apporté à la parole de l'agresseur et on le voit bien. Demain je vais au commissariat, je vais porter plainte pour cambriolage. C'est vrai ça? On part pas du principe que je peux mentir. C'est pas voilà, on se dit pas peut-être qu'elle ment. Et en fait, pendant très longtemps, et ça reste, une femme qui venait en disant voilà j'ai été agressée sexuellement, dit peut-être que c'est pas vrai ce qu'elle raconte. Vous voyez, il y a quand même cette différence qui persiste, ce que je déplore, ce que je trouve absolument insupportable. Mais d'un autre côté, c'est aussi la question de la preuve. Alors dans les violences conjugales, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées justement pour avoir des traces, des coups. Mais dans le cas des agressions sexuelles, où on voit qu'en plus le traumatisme sur les femmes, mais aussi sur les hommes, quand c'est dans l'autre sens, le traumatisme sur la victime fait que son témoignage devient fragile, que son rapport au temps, c'est distant. Et donc, en fait, la victime n'a pas des éléments précis, concrets à donner. Le traumatisme l'en empêche. C'est aussi une manière pour elle de survivre psychologiquement. On a du mal à l'entendre, et puis c'est ce qui a fait que pendant des années, on a dit elle a été violée, oui, elle portait une jupe trop courte, quoi. Non, en fait, c'est pas cette question-là. Et voilà. Mais après, je pense aussi que la question de l'éducation entre en compte, mais j'ai le sentiment quand même que c'est pas si efficace, la question de l'éducation. Enfin, je sais pas, pour moi, ça va de soi. Alors, je sais pas... Qu'est-ce qui va de soi ? Ça va de soi qu'une femme n'est pas inférieure à l'homme, qu'on lui tape pas dessus. Voilà, qu'on lui tape pas dessus, qu'il n'y a pas de raison que dans une femme qui dit non, il faut l'entendre quand elle dit non dans le cadre d'une violence sexuelle, voilà, d'une agression sexuelle, et que naturellement, j'ai envie... Enfin, je pense qu'on a tellement tué la parole des victimes aujourd'hui qu'on devrait... je l'ai déjà dit ici, je ne suis pas étonnée ni contre le fait qu'on ait tendance parfois à la survaloriser aujourd'hui. C'est peut-être un juste retour des choses. Et pour aller dans votre sens... Thérèse Dussartel. Merci. Je pense que là, notamment, ce qui révèle quelque chose qui est grave et qui est révélé par ce cas de féminicide, c'est que... comme vous l'avez bien dit, cette enquête a révélé des graves dysfonctionnements au niveau de la police du quartier, et les 5 policiers en question ont été punis pour faute légère. Il y a eu des avertissements ou 3 jours de mise, je n'ai plus le terme exact, c'est-à-dire de mise à pied. 3 jours de mise à pied et avertissement.
Et il y a une femme qui a été, alors qu'elle avait porté plainte, parce que peut-être pour redire un peu les faits, le mari l'a déjà une première fois tabassée dans un fourgon, puis 5 semaines après est revenu pour la brûler. Elle était venue porter plainte après l'agression lorsqu'elle avait été atrocement violentée, étranglée, etc. par son mari. Alors qu'il avait déjà été condamné. Alors qu'il avait déjà été condamné, et il ne s'est rien passé. Et les policiers n'ont pas recherché à mettre la main sur cet homme. Donc là, on a aussi une faute grave de la part des policiers. Et de l'autre côté, on a 5 policiers punis pour faute légère. Et donc la question, c'est est-ce qu'il ne va pas falloir aussi que on parle de laxisme, entre guillemets, plus de sévérité vis-à-vis des personnes qui ne prennent pas en compte la gravité des faits, la gravité des violences qui peut amener au féminicide. Et peut-être pour dernier point, mais dans les homicides conjugaux, 80% des victimes avaient déjà porté plainte auparavant. En tout cas, le cas de cette malheureuse femme a conduit le ministère de l'Intérieur à préconiser une révocation automatique des policiers et gendarmes condamnés définitivement pour certains faits, dont les violences intrafamiliales. Donc, il y a une révocation automatique si jamais vous êtes déjà condamné. C'est sans doute peut-être une évolution qu'on peut noter. Mais c'est intéressant parce qu'on pourrait dire c'est bizarre, on peut être condamné, être encore ici. Mais quand même, la violence conjugale, c'est une violence de la vie quotidienne. C'est quand même une forme de familiarité avec une violence banalisée. Et donc, ça me semble en fait tellement logique que quand on aille pratiquer ce genre de violence, on ne puisse plus être en position justement d'exercer la violence légitime. Je pense que voilà, c'est pas une stigmatisation des agresseurs, quoi. C'est vraiment la question du fondement du pacte social autour de la violence qui se joue là. 96 femmes ont été victimes de violences conjugales jusqu'à en mourir en France. Un chiffre en baisse toutefois de 19%, semble-t-il, par rapport à 2022. Je ne sais pas si on peut tirer les leçons de ces statistiques, parce qu'il y a quand même une tendance, en tout cas dans les médias, on en parle depuis quelques années de manière régulière. D'ailleurs, depuis des bilans sont faits sur le sujet, je ne sais pas depuis combien de temps, mais peut-être 5 ans qu'on a quand même une attention particulière à ce type de phénomène. Vous voulez dire un mot du procès de Pardieu ? Est-ce que les deux choses sont liées, Clotilde Brossolet ? Moi, c'est vous qui avez lancé la chose. Ouais, en fait, si j'ai une chose à dire, il y a Anouk Grimbert a dit que c'était un roi fou. Moi, c'est l'histoire d'un gros porc violent. Enfin, voilà, un monstre du cinéma, mais aussi un monstre humainement. Et j'ai été très choquée parce qu'un de ses enfants était présent au procès et portait un suite avec écrit était couvert de l'inscription. Excusez-moi, je demande aux auditeurs de m'excuser, mais fuck you. Et je trouve que ça résume la personnalité du père. Voilà. Et vraiment, il n'y a pas de doute, on a eu l'occasion de voir plusieurs images de ce mépris de Gérard Depardieu pour les femmes. Alors précisons, c'est un procès pour agression sexuelle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un procès pour agression sexuelle. Mais lui, il ne s'est pas attaqué à des femmes connues. Il s'est attaqué à des gens qui avaient des métiers, des femmes qui avaient des métiers fragiles dans le monde du cinéma. Une accessoiriste ou une décoratrice, si je ne me trompe pas, l'assistante d'un réalisateur. Donc en plus, user de son pouvoir, mais c'est vraiment... la lie de la société. Ouais, c'est ignoble, c'est la lie de la société. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon comédien, mais franchement, humainement, c'est un monstre aussi. Voilà. Un acteur de 76 ans qui était donc présent à l'ouverture de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris. Thérèse Dussartel, sur la figure de Depardieu. Je pense que à chaque fois que ces procès sont médiatisés, c'est aussi une manière de donner de la voix, de donner de la crédibilité aux femmes qui, justement, n'osaient pas dénoncer les violences sexuelles, la banalisation des violences sexuelles. La vague MeToo a permis de faire émerger cette question, notamment dans le monde du cinéma, mais pas que. Et donc, ces procès sont nécessaires pour juste... Et la médiatisation de ces procès sont nécessaires parce que ça permet vraiment de conscientiser et de montrer que la justice doit de plus en plus prendre en compte qu'il y ait des dysfonctionnements dans l'appareil juridique et que ça devient un phénomène de société. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres cas que Gérard Depardieu ? Parce que certains peuvent avoir l'impression que ce soit lui qui prend un peu la foudre parce qu'il est très connu. Enfin, je crois quand même qu'il y en a d'autres. Et puis, en fait, ce qui me gêne quand même aussi dans ces procès, mais j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que tous les acteurs sont logés un peu à la même enseigne. Je crois qu'avec Gérard Depardieu, on est au paroxysme. On voit bien ce comédien-là, je ne sais plus son nom, qui finalement a été relaxé, dont la carrière a été complètement brisée. Donc c'est toujours ça, c'est la difficulté que j'évoquais tout à l'heure, de parole contre parole. À quel moment ? Bon, là, Gérard Depardieu, même si la présomption d'innocence, je ne voudrais pas aller à l'encontre de celle-ci,
Bon, il y a plus de 20 femmes qui ont porté plainte. Bon, voilà, je veux dire, presque d'une certaine manière, il dit qu'il les a pas agressées sexuellement, mais toute la vulgarité de son comportement laisse à supposer quand même que les femmes ne sont pour lui que des moyens d'assouvir ses désirs. Mais quand vous dites ces paroles contre paroles, est-ce que ce procès va donner lieu en fait à un échange il va bien falloir attester. La justice ne se contente pas de paroles, elle veut des preuves. Lui dit que, enfin, ses avocats ont dit hier qu'il n'y avait pas de témoins, qu'il y avait je ne sais plus combien de personnes sur le plateau, mais les 2 femmes dont on parle, elles ont des témoins. Hein. Et puis le traumatisme. Enfin, en général, après une relation sexuelle consentie, en général, on n'est pas traumatisé. On est plutôt heureux. Voilà. Et vu l'état dans lequel étaient ces femmes après les actes, il n'y a pas trop de doute. En tout cas, là, j'espère que la justice le dira. Il avait déclaré au Figaro, et c'est encore un jeu d'acteur, jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme. C'est ce qu'il avait assuré dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro en octobre 2023. Mais il est peut-être sincère, et c'est ça qui est terrible. C'est peut-être que lui, il est convaincu qu'il n'en a pas abusé de ces femmes. Alors là, c'est peut-être justement... peut-être que le procès fera œuvre de discernement. Ça nous dit quelque chose de sa conception. Et de la banalisation de la domination, comme si tous ses désirs seraient potentiellement aussi désirés par les femmes, et que tout ce que lui voudrait faire serait bien sûr accepté par les femmes. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'ai rien à redire, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute après ça? Soyez sage. Et Thérèse. Oui, soyez sage. Ah bah écoutez, je suis entouré de femmes sur ce plateau, donc mais nous n'avons rien à redire. Ah bah, j'espère bien. Allez, on a un 3e sujet, si cela vous va, pour la période qui nous reste jusqu'à 10h. N'hésitez pas d'ailleurs à faire valoir vos avis sur notre adresse direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. On va parler de l'affaire d'Orléans avec le rabbin qui a été agressé. Cela fait beaucoup de bruit dans les médias, évidemment, avec beaucoup de réactions de politiques en particulier. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a pointé au cours d'un déplacement à Belfort le double visage de l'antisémitisme, celui de l'islamisme et celui de l'extrême gauche, après l'agression samedi de ce rabbin à Orléans. Donc, est-ce qu'il y a un mécanisme de surenchère dans lequel ou d'exploitation, alors certains vont dire d'instrumentalisation, ou bien est-ce qu'il faut essayer de comprendre ce phénomène de l'agression en pleine rue de ce rabbin d'Orléans, et quelles sont les leçons politiques, s'il y en a, que l'on peut en tirer? Thérèse Dussartel. Tout d'abord, bien sûr que cet acte est très grave. Qu'est-ce que c'est qu'un acte antisémite? C'est quand on attribue une sorte de valeur morale ou de culpabilité morale à quelqu'un en fonction à cause de son appartenance au peuple juif ou à la religion juive. C'est la même chose que tout acte de racisme, c'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un, à cause de son appartenance à une religion, à une origine nationale, etc., serait coupable et porterait sur lui l'opprobre de tous les méfaits de son pays. Et donc, bien sûr, c'est gravissime. Bien sûr, c'est gravissime d'avoir une augmentation des actes antisémites et des actes, en fait, liés à la violence due à l'appartenance religieuse de nos concitoyens. Donc, bien sûr, là-dessus, il faut absolument agir. Ici, moi, ce qui me met plutôt mal à l'aise, c'est effectivement l'instrumentalisation de la question de l'antisémitisme. J'aimerais quand même rappeler que l'antisémitisme, c'est aussi une maladie chrétienne, que c'est principalement les chrétiens qui, au Moyen-Âge, ont mis au banc de la société les juifs, et je suis aujourd'hui un peu étonnée qu'on parle constamment de l'antisémitisme de LFI, sans qu'on parle, par exemple, du fait qu'il y a une tradition antisémite très forte à l'extrême droite, et que tout d'un coup, on a un phénomène à l'extrême droite qui est toujours le même, c'est-à-dire j'ai trouvé mon bouc émissaire. Donc, dans les années 30, le bouc émissaire, c'était les juifs, et donc il y avait, l'affaire Dreyfus en témoigne, une instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins politiques. Et aujourd'hui, on est dans une forme d'islamophobie à l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on considère que maintenant le bouc émissaire a changé. Et donc tout d'un coup, on se bat contre l'antisémitisme, mais par contre, on va chercher à mettre l'opprobre sur nos concitoyens musulmans. Je sais pas, est-ce qu'on peut parler du fait que Elon Musk soutient l'AfD en Allemagne? Est-ce qu'on peut parler du fait qu'il s'amuse à tendre le bras en l'air lors de l'intronisation de Donald Trump, et que ce geste pourrait donner l'impression qu'il fait un salut nazi. Donc je pense que la question qui est la nôtre, c'est de dire, nous on est chrétiens, on se bat pour la justice. La justice, c'est de considérer les actes et non pas de considérer l'appartenance religieuse des personnes. Et aujourd'hui, on est face à une situation dramatique entre Israël et Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui on peut, en tant que chrétien, vouloir que les Palestiniens vivent en paix, dans des conditions dignes, sans qu'on soit traité d'antisémite? Et ça, c'est une vraie question. Je veux dire, aujourd'hui, si on parle de liberté d'expression en France,
y a une confusion totale entre antisémitisme et la critique de Netanyahou, qui, je le rappelle, est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. En octobre 2024, il y a eu quand même tout un dossier de l'ONU qui a prouvé qu'il est accusé de crimes de guerre, parce qu'il vise précisément les installations de santé, parce qu'il torture et tue du personnel médical. Là, la trêve à Gaza est terminée. Je veux dire, en fait, ce conflit, il est quand même dramatique. On est face au fait que le droit international n'est pas du tout respecté. Donc, on ne peut... Voilà, en tant que chrétien, il est urgent de ne pas voir l'extrême droite instrumentaliser la question de l'antisémitisme et de dire on veut la justice. On ne condamne pas les gens pour leur appartenance religieuse, on condamne les gens pour des faits. Et donc, dans le cas de ce rabbin, voilà, c'est gravissime que ce jeune l'ait attaqué. Il faut absolument œuvrer pour qu'en France, on parle du fait religieux dans les écoles. On sort d'une laïcité où le fait religieux est uniquement privé. On cherche à, je ne sais pas, par l'association Coexister ou autre, on cherche à permettre aux jeunes de parler des questions religieuses. On dédramatise le fait religieux et on permet à chacun de faire bien une distinction entre l'appartenance religieuse de quelqu'un et des actes. Ça n'a rien à voir. Clotilde Brosselet. Oui, je rejoins Thérèse sur cette nécessité d'éduquer à la distinction entre la personne, à son appartenance, à son origine ethnique, à son appartenance religieuse, évidemment. En revanche, moi, encore une fois, je voudrais qu'on regarde la situation en France à l'instant T et non pas en fonction de ce qui se passe aux États-Unis, vraiment, puisque bien sûr que l'extrême droite française, le Front National, se sont fondés, entre autres, sur un vieux Roland antisémite. C'est indéniable. Voilà, il n'y a pas besoin de remettre en cause le travail des historiens. Mais aujourd'hui, on le voit bien que le RN cherche avec hypocrisie ou pas, c'est pas tout à fait j'ai pas de réponse, mais à rompre avec ça, et que justement les saluts nazis faits aux États-Unis ont été condamnés par Marine Le Pen, par Jordan Bardella. Donc, et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a l'émergence d'un nouveau phénomène antisémite, c'est-à-dire depuis quelques années, et qui en fait qui remonte, quand même, c'est pas que depuis les 3 dernières années, mais moi, ce qui me sidère, en fait, c'est que on explique la montée de l'antisémitisme à l'extrême gauche par la situation entre Israël et Gaza. Donc ça veut dire, comme le dit Thérèse, qu'il y a une confusion entre antisémitisme et antisionisme. Mais ça veut dire quand même qu'on a aujourd'hui en France des gens qui se sentent tellement en empathie avec Gaza que ça les autorise à attaquer des juifs dans la rue. Mais cette importation du conflit israélo-palestinien sur notre propre sol devrait nous interroger profondément. Qu'est-ce que c'est que cette jeunesse sur ce que fait qui la France aujourd'hui par rapport à ce conflit? Mais en dehors de ça, en fait, moi, qu'est-ce que c'est? Allez-y. Comment nous sommes arrivés à ce qu'une partie de la jeunesse dont la LFI cherche à avoir les voix, et on voit bien l'ambiguïté totale de la LFI, qui aujourd'hui pratique la violence en raison d'un conflit qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous. Ça veut dire que ces jeunes se sentent tellement gazaouis, pro-palestiniens, que ça les affranchit des règles de vie dans le pays dans lequel ils vivent. Mais en fait, c'est un problème non seulement d'éducation, mais aussi un problème d'intégration, un problème d'appartenance et d'affiliation au pays dans lequel ils sont. Parce que ça veut dire que pour eux, on ne peut pas discuter de ce qui se passe sur le conflit israélien de façon raisonnée et raisonnable. Mais ça passe par la violence. Et on le voit samedi dernier, la manifestation, oui, bien sûr. La manifestation contre le racisme avait des travaux pro-palestiniens. Ce qui se passe aujourd'hui, il n'est pas de gens, et je ne vois pas le racisme en France contre la Palestine. Je trouve que même plutôt... je ne veux pas rentrer dans ce qui se passe là-bas, mais aujourd'hui, il y a en France un discours qui est plutôt qui s'entend, qui est audible, qui a sa place dans le débat public, qui est même, à mon avis, quasi majoritaire, pour condamner l'attitude du gouvernement israélien. Mais la question, c'est surtout le gouvernement français vis-à-vis du gouvernement israélien. En fait, moi, je suis pardon Clotilde, mais je ne comprends pas votre argument qui consiste à dire il faut parfaitement décorréler les deux. En fait, la réalité, c'est que la nation française est une nation qui a une influence internationale, qui a une diplomatie internationale, et donc tout d'un coup, on est en train de dire ah non, mais ça ne nous concerne pas du tout.
Mais en fait, ça nous concerne. Oui, ça je veux nous dire, concerne. Mais les jeunes qui... Elle n'a pas dit que ça ne nous concernait pas. concerne. Et donc, du coup, on commence à dire, non, mais concrètement, il ne faut pas lier les deux, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe, c'est qu'il faut absolument être sans concession et condamner en France tout acte d'antisémitisme et tout acte de racisme. Et c'est une évidence. Et ça va passer par l'éducation et ça va passer par la justice. Ensuite, il est important de dénoncer l'instrumentalisation qui est faite aujourd'hui en refusant que un discours qui critique Netanyahou, qui condamne les politiques de déplacement de population, les politiques qui instrumentalisent la famine sur la population palestinienne, soit instrumentalisé pour dénoncer un antisémitisme en France. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'il faut bien distinguer les deux. Et j'aimerais juste vous dire, on est là, ambiguïté de LFI, mais je vous écoute. C'est même plus une ambiguïté. Mais non, mais je vous écoute. En fait, est-ce qu'il y a des propos antisémites tenus par des gens de LFI? Alors, ce que je vous dit... écoute. Non, parce que, en fait, ce discours, on est là, ambiguïté de LFI. Bah oui, ambiguïté du Rassemblement National. Mais en fait, pourquoi c'est LFI qui est ambigu? Concrètement. Alors, moi, je donne juste là. Vous allez répondre, Thérèse. Mais sur la question de ce rabbin qui a été tout à fait injustement et de manière totalement condamnable agressé, tous les partis politiques ont condamné cette agression. Bah encore heureux. Mais bien sûr. Non, mais je veux dire, après, donc pourquoi je comprends comment on présente le sujet? On nous dit, un rabbin a été agressé, ambiguïté de LFI. Mais en fait, non, ce rabbin a été agressé. Tous les partis politiques ont condamné cette agression. Cette agression est dramatique. Il faut traiter les questions d'antisémitisme et de racisme en France. Et il faut arrêter de dire que lorsqu'on essaye de dénoncer le fait que Netanyahou est sous mandat international et que cet homme a commis des crimes de guerre, on nous traite d'antisémites. Il faut distinguer antisémitisme et antisémitisme. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais vu quelqu'un, mais sur un plateau de télévision, à la radio, condamner quelqu'un pour antisémitisme sous prétexte qu'il critiquait la politique de Netanyahou. Moi, je ne crois pas que ce soit ça aujourd'hui. En revanche, l'ambiguïté de LFI, pour revenir dessus, on le voit très bien. LFI refuse de parler du 7 octobre comme une action terroriste. Mais non, mais pas du tout. Mais ils ont tout à fait dénoncé le 7 octobre comme un acte terroriste. Le 7 octobre, mais pas mettre le mot terroriste. Mais bien sûr qu'ils ont dit le mot terroriste. Et puis, on le voit. Jean-Luc Mélenchon a un peu hésité quand même. Ils ont tous dénoncé les actes du 7 octobre comme un acte terroriste. Ça, c'est pas vrai. Ils ont tous dénoncé le 7 octobre comme un acte terroriste. Et on le voit bien, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. On va reprendre l'histoire de l'affiche avec Cyril Hanouna. LFI propose, pas une affiche d'ailleurs, c'était un visuel pour les réseaux sociaux, fait par l'intelligence artificielle. Donc en plus, ça veut dire que l'intelligence artificielle à LFI est bien orientée, qui caricature Cyril Hanouna vraiment avec les codes classiques de l'affiche antisémite des années 30. C'est des affiches. Pour appeler à une manifestation contre le racisme. Moi, je trouve contre l'extrême droite. Et contre l'extrême droite. Je trouve ça extraordinaire d'associer l'image caricaturale du juif, du racisme à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour rappeler à l'antiracisme. Est-ce qu'on peut concrètement juste rétablir les faits? Donc il y a eu plusieurs affiches qui ont mis en avant des personnalités d'extrême droite. Il y avait Elon Musk qui faisait un salut nazi, il y avait Pascal Praud, il y avait aussi Cyril Hanouna. Cette affiche a été retirée. Je pense que, en fait, moi, mon intérêt, c'est juste de parler du fait qu'aujourd'hui, en France, on a une responsabilité diplomatique par rapport à ce qui est en train de se passer entre Israël et entre Gaza. Et on est là à dire, il ne faut pas importer le conflit, Bon, ben, très bien, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du conflit? Concrètement, aujourd'hui, Israël ne respecte plus la trêve de paix. Mais ce sont deux débats différents. On est une nation internationale. On a une responsabilité internationale. Oui, on n'a pas beaucoup de poids dans la région. Tous les pays nous regardent. Tous les pays regardent ce que font la France, attendent de voir ce que fait la France. On ne peut pas se contenter de dire ces sujets n'ont rien à voir. Mais qu'est-ce que vous répondez, Thérèse Hurtel, juste il nous reste un peu moins d'une minute, sur le fait que appeler à l'antiracisme avec les codes du racisme, c'est un paradoxe. C'est ça que vous dit Clotilde. Le message est assez clair. Mais on est concrètement aujourd'hui face à une situation où il y a de plus en plus d'actes qui sont commis liés à la religion des gens. Et ça, c'est dramatique. Et donc, il faut se battre contre le fait qu'on va identifier quelqu'un à sa religion. On identifie quelqu'un parce qu'il a commis un acte criminel. C'est tout. Une personne qui pose une agression, elle est jugée. Un point, c'est tout. Et donc, c'est la seule question sur laquelle il faut faire, entre guillemets, respecter l'état de droit. On lutte contre le racisme, on lutte contre l'antisémitisme, et on a le droit en tant que chrétien de se battre pour que les Palestiniens ne soient pas déplacés, que les Palestiniens puissent avoir accès à l'aide alimentaire, que les Palestiniens ne souffrent pas de la famine. Allez, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé donc à ce débat avec plusieurs messages qui sont arrivés. Malheureusement, je ne pourrais pas en faire l'écho ce matin, qui parlent des sujets que vous avez traités. Je remercie donc Clotilde Brossolet, éditrice, essayiste, et Thérèse Dussartel, professeure de philosophie et membre du Café Atelier Le Dorothy. Excellente journée. Je vous retrouve évidemment demain pour un autre débat du jour.